on lui a autorisé, elle a fait la demande et si elle peut passer, dire un mot, 2 minutes. Alors, ce n'était pas du tout prévu. C'est mon mari qui, voilà, moi qui aime être si discrète, voilà. Mais voilà, effectivement, il y a 5 ans, on a ouvert une école, on a vraiment eu la grâce d'ouvrir une école chrétienne. Tout à l'heure, j'écoutais les belles informations que la sœur nous a données et je faisais les liens avec ce que la fédération amène au sein des écoles. Et c'est vrai qu'on est vraiment en opposition. C'est vraiment, il y a vraiment le monde qui va dans un sens et nous, en tant qu'enfants chrétiens, dans l'autre sens par la grâce de Dieu. Donc je pense qu'il est important de vraiment prier pour nous, prier pour que vraiment le Seigneur puisse prendre toute sa place. L'éducation, c'est le terrain de Christ et il faut vraiment qu'on continue à prendre cette position. Voilà, donc moi, la chose que je peux vous demander, c'est de prier pour nous. On a besoin de personnes qui prient pour nous, d'être soutenus dans la prière parce que ça fera toute la différence. Voilà. Les papillons à manage. Une minute de prière pour parce que le combat est vraiment rude. Vous voyez, il y a des écoles chrétiennes, il n'y en a pas beaucoup malheureusement en Belgique. Et les gens qui essayent d'instaurer ce genre d'école sont très très combattus. Alors nous allons prier pour notre sœur, que le Seigneur la soutienne, quoi. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci, merci Seigneur, parce que c'est toi le créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te confier ta servante, Seigneur. Tu sais ô combien elle a besoin de toi. Tu sais ô combien elle a besoin de ta force. Tu sais ô combien elle a besoin de ton intelligence, de ta sagesse pour mener à bien, oui, le travail qu'elle fait au sein de la société. Seigneur, sans toi, elle ne peut rien faire. Sans toi, elle ne peut aller nulle part. Alors, Père, cet après-midi, nous élevons nos voix pour que, Seigneur, tu la soutiennes. Que tu la soutiennes dans tout ce qu'elle fait. Et que tu puisses, Seigneur, combattre pour elle. Parce que nous savons, Seigneur, que toi, tu es là à nos côtés. Malgré que les adversaires sont nombreux, mais Seigneur, nous savons que lorsque toi, tu te lèves pour tes enfants, Seigneur, nous avons la victoire. Seigneur, rends-la victorieuse. Rends-la victorieuse, Seigneur. Et surtout, Seigneur, qu'elle ne puisse jamais se détourner, Seigneur, de ce que tu as mis en elle. Seigneur, qu'aucun humain ne puisse venir la détourner de toi, Seigneur. Aucune pression ne puisse venir la détourner, Seigneur, des valeurs que tu as mises en elle. Seigneur, que tu fasses d'elle toujours la tête et jamais la queue. Oh, merci, merci Saint-Esprit de toujours demeurer en elle, afin qu'elle puisse toujours prendre des bonnes décisions, afin qu'elle puisse toujours prendre le bon chemin, afin qu'elle ne puisse jamais se carter, Seigneur, de tes valeurs, Seigneur, des valeurs chrétiennes. Merci, Seigneur, pour ton soutien dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, merci, merci. Voilà, je vais laisser... les enfants de maternelle primaire. Voilà. Je vais laisser la parole à maman Élise. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est là qu'il faut formater les enfants. Il faut pas, avant qu'ils ne soient pollués par Okay. Nous allons continuer. Nous continuons dans les cancers que l'on peut, merci, les cancers que l'on peut dépister. Cet après-midi, nous allons commencer avec le cancer colorectal. Là, je pense que les hommes vont se sentir plus concernés maintenant. Hein? On avait parlé du cancer du sein, quelques-uns étaient concernés. Nous allons parler du cancer. Donc, en fait, quand on dit colorectal, donc c'est de tout l'intestin. Le gros intestin,
jusqu'à la fin, le sigmoïde, le rectum et même l'intestin grêle. Mais essentiellement le gros intestin est là. Alors, le cancer colorectal, c'est, vous vous souvenez à l'introduction, j'avais dit que c'était un des cancers qui était dans le top 5 des cancers les plus mortels. Tout simplement parce que le dépistage se faisait souvent tard. Parce que autant certains cancers colorectaux sont symptomatiques assez rapidement, et là on s'en sort plutôt bien, autant la plupart sont très sournois. Et quand on s'en rend compte, il y a déjà des symptômes d'envahissement, en tout cas local, et on est déjà dans un combat où on est entré sur le ring, on a pris conscience du combat un peu tard. Alors, dans le cancer colorectal, on parle d'abord de l'âge. Avant 40 ans, c'est un cancer qui n'est pas très courant. Les gens auront bientôt peur d'avoir 40 ans. C'est l'âge fatidique où tout commence à se déglinguer. Donc, avant 40 ans, il n'est pas très fréquent. Et entre 40 et 50 ans, l'incidence commence à augmenter. Et tous les 10 ans, vous attrapez un pourcentage en plus de risque de faire un cancer colorectal. Alors, je vais d'abord vous parler en sachant que c'est un cancer qui, il y a encore de nombreuses années, était très rare avant 40 ans. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le cancer colorectal d'apparition précoce. Il y a un certain nombre de personnes qui, avant 40 ans, développent ce cancer-là. Effectivement, c'est de moins bons pronostics. De moins bons pronostics. Et c'est important de savoir que c'est quelque chose qui existe. Les facteurs de risque d'avoir un cancer colorectal avant 40 ans sont essentiellement des facteurs qui sont liés à des données génétiques, notamment les maladies héréditaires du cancer colorectal, des situations où il y a une dérégulation métabolique. Alors, ce que je vais vous dire ici, qui sont des facteurs de risque de faire le cancer précoce, sont les mêmes facteurs de risque de faire le cancer plus tard, évidemment. Ce n'est pas que c'est seulement avant 40 ans que ça agit. Si ça agit avant 40 ans, a fortiori quand on est plus âgé. Mais ici, il y a ceux qui ont ces facteurs-là, comme on dit, exagérés, avec une prédisposition génétique, font ces cancers-là avant 40 ans. Alors, les antécédents de cancer colorectal chez un parent de premier degré, la consommation d'alcool, et notamment les gros consommateurs d'alcool. Ceux que nous appelons aux urgences les grands joueurs. C'est des gens qui ont 5,5 grammes d'alcool dans le sang et qui te parlent et qui ont même l'air plus cohérents que toi. Alors qu'ils ont 5,5 grammes. C'est des gens qui font des sevrages dont ils convulsent à 3,5 grammes d'alcool. Ils convulsent parce qu'ils manquent de l'alcool. Et ils en ont 3,5 grammes dans le sang. Ceux-là ont plus de chances de développer des cancers colorectaux. Le manque d'utilisation régulière d'anti-inflammatoires, mais tout ça je vais le détailler après. Un déficit en apport de vitamine D, mais ça c'est assez discuté. Assez discuté. Vous savez, en science, surtout comme on dit que la médecine n'est pas une science exacte, ils agissent à coup de je démontre et l'autre je conteste. Je démontre. Alors quand on lit sur la vitamine D, il y a des études, des méta-analyses qui ont montré que c'était bien. Et puis 1 an et demi après, on entend qu'au Japon, on a montré qu'au fond, ça n'allait pas. Et puis une étude vient de l'Inde où on dit qu'au contraire, l'excès de vitamine D est même dangereuse. Bon, quand c'est comme ça, on ne s'occupe pas. Chacun fait un peu ce qu'il a envie de faire. Je disais tout à l'heure à maman ici que je lisais les articles parce que tout n'est pas toujours innocent quand on lit des choses. Donc, parfois, il faut aller lire qui a écrit l'article, il a écrit ça dans quelles conditions, est-ce qu'il y a une firme pharmaceutique derrière, est-ce qu'il y a un objectif derrière, parce qu'on vous fait avaler tout et n'importe quoi.
Et donc, que je retiens, c'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire quelque chose qui a été éprouvé, on a été démontré, des études ont été faites. Vraiment, bien, on sait que là, on a démontré que quand on fait ceci, voilà le résultat que ça donne dans la plupart des cas. Alors, ça, c'était pour les patients qui ont des cancers colorectaux d'apparition précoce. Donc, c'est essentiellement, il faut vraiment retenir que c'est des gens qui ont des syndromes héréditaires. Alors, nous allons parler des facteurs de risque en général, donc ceux-là avant et après. Donc, comprenez juste que ce qui peut te donner le cancer avant 40 ans va te donner le cancer après 40 ans. Donc, voilà. Alors, les facteurs qui influencent les recommandations du dépistage, c'est-à-dire que les choses qui vont faire qu'on va dépister, on va aller faire le test de dépistage du cancer colorectal. Donc, ce que j'ai dit tantôt, les syndromes héréditaires, c'est des noms barbares, hein, c'est la polypose adénomatose familiale, c'est les gens qui ont les intestins qui ont plein de polypes. Donc, en fait, la surface de l'intestin est normalement lisse. Alors, quand on dit que vous avez des diverticules, c'est que vous avez des petites logettes dans la surface de votre intestin. Donc, il y a des petites crevasses comme ça. Et au contraire des diverticules, il y a parfois des petits polypes, des petites excroissances. Et donc, il y a des gens qui, dans la famille, ont énormément de polypes dans l'intestin. Or, l'intestin, c'est un boulevard. Hein. L'intestin, il travaille tout le temps. Il y a des matières qui passent là, qui repassent. Et donc, ces polypes-là, comme si vous aviez un grain de beauté sur lequel vous passez la brosse tous les jours, eh bien, ils finissent par devenir cancéreux. Et donc, à un certain âge, il y a des familles qui ont ça. Et donc, ils ont ça de manière héréditaire. Donc, tout petits, ils ont déjà des polypes. Et donc, ces polypes-là sont soumis à des tractions mécaniques depuis petit. Et donc, c'est des polypes qui deviennent cancéreux avant l'âge de 40 ans. Et donc, a fortiori, si on vous trouve un polype, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà fait des colonoscopies, quand on trouve un polype, on l'enlève. On l'envoie au laboratoire pour regarder si c'est déjà devenu cancéreux ou pas. Et quand ce n'est pas cancéreux, eh bien, on vous demande de refaire un contrôle de colonoscopie. En général, c'est 5 ans après quand tout va bien. Mais quand vous avez un polype, c'est 2 à 3 ans après. Ah oui, 2 à 3 ans après, vous allez à nouveau souffrir. Mais bon, maintenant, ça se fait sous narcose. Hein, donc, on vous endort complètement, vous ne sentez rien. Alors, dont j'ai parlé de ce syndrome-là. Il y a un autre qu'on appelle le syndrome de Lynch, qui est l'un des syndromes héréditaires les plus... la polypose, c'est 1% des cancers. Le syndrome de Lynch, c'est quand même 3% des cancers. Et en fait, ce sont des maladies, c'est des syndromes qui associent plusieurs types de cancers. Donc, c'est des gens qui naissent avec des cellules qui ont une tendance, une propension à faire n'importe quoi. Donc, ce sont des gens qui vont avoir des cancers de l'utérus, qui vont avoir des cancers du sein, qui vont avoir des cancers de la peau, qui vont avoir, donc le pauvre, il va se ramasser. Et donc, quand on a détecté dans une famille, c'est pour ça que c'est important de le savoir. Si vous avez dans la famille un oncle qui a fait un cancer du côlon, une tante qui a fait un cancer du sein, et puis quelqu'un d'autre qui a fait un autre cancer particulier, ça vaut quand même la peine de signaler à un médecin traitant qu'il faudrait regarder dans la famille s'il n'y a pas un problème génétique. Parce qu'à ce moment-là, si on diagnostique le syndrome de Lynch dans une famille, eh bien, ces patients-là, avant 40 ans, doivent déjà faire des tests de dépistage. Donc, ce sont des choses qui influencent la façon de faire les guidelines pour les dépistages. Alors, des antécédents familiaux de cancer du colorectal. Alors, d'autres choses qui peuvent potentiellement donner des cancers colorectaux et qui influencent le dépistage, c'est la présence d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, vous savez qu'il existe des maladies auto-immunes dans l'intestin où, à un moment donné, l'intestin commence à se détruire lui-même, soit en entier, soit par partie. Donc, on a notamment la colite ulcéreuse. Donc, on a toute la paroi. Quand les gens font, ça fait horriblement mal. Quand les gens font des poussées, vous voyez, toute la paroi de l'intestin est ulcérée, comme si quelqu'un était blessé sur toute la paroi de son intestin.
Eh bien, les gens qui ont comme ça des maladies inflammatoires chroniques, enfin la colite ulcéreuse, augmentent leur risque de faire un cancer. Et en fait, une fois de plus, il faut juste se dire que on irrite une muqueuse, on irrite une paroi, et donc on augmente le risque de faire des cancers. Alors, on a parlé de la pancolite, on a parlé de la maladie du côlon à gauche, donc une colite gauche. La seule chose, c'est qu'on a démontré que tout ce qui est rectite, donc inflammation du rectum, les hémorroïdes, n'augmente pas le risque de cancer du côlon. Donc, voilà. Tout ce qui est vraiment en finale, évidemment, c'est logique, il n'y a pas beaucoup de longueur de muqueuse qui est irritée, donc il y a moins de risque de faire un cancer du côlon. Donc la maladie de Crohn, qui est un peu plus connue, la maladie de Crohn qui est une maladie qui se déclare en général vers la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, parfois un peu plus jeunes. Et donc c'est des patients qui, à force d'avoir des poussées de maladie de Crohn, certains sont même opérés. On doit couper des morceaux d'intestin à certains parce qu'ils sont devenus complètement inutilisables. Et donc ces gens qui ont des inflammations chroniques comme ça de l'intestin augmentent le risque de faire un cancer du côlon. La radiothérapie, les gens qui ont dû être irradiés pour une raison ou une autre, c'est triste. Hein? Tu as un cancer de l'utérus, tu es opéré et on te fait une radiothérapie parce qu'il y avait peut-être une petite contamination de parois. Tu t'en sors, tu es toute heureuse et puis bardaf, tu fais un cancer du côlon parce que on t'a irradié. Ah, c'est pour ça que nous reconnaissons que Dieu est Dieu et que on a beau faire ce qu'on veut, c'est quand lui l'a décidé. Ça. Alors donc l'âge, qui est un facteur qui détermine comment est-ce qu'on fait le dépistage. Comme je vous ai dit, avant 40 ans, on ne dérange personne, mais entre 40 et 49 ans, il y a un certain nombre de groupes de personnes qui il est recommandé de commencer à penser à faire un test de dépistage du cancer du cancer colorectal, notamment à partir de 45 ans, les gens qui ont des facteurs de risque dont on vient de parler. Une histoire familiale, une maladie ulcéreuse. Ils ne vont pas être dans nos ranges, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas attendre les 50 ans pour commencer à faire le dépistage. Ils commencent à 45 ans. Alors, la race et le sexe, une fois de plus. Les Noirs américains ont une incidence et une mortalité plus élevée de cancer colorectal. On n'a pas expliqué pourquoi. Ici, ce tour, ici, on ne sait pas pourquoi. Nous devrions beaucoup prier. Hein. Peut-être que nous avons trop péché. Mais non, c'est une parenthèse, je rigole. Alors, l'acromégalie, ça c'est une maladie hormonale où des enfants qui naissent et qui grandissent, qui sont disproportionnés. Ils grandissent trop vite. Les hormones de croissance sont très élevées dans leur organisme. Eh bien, ces enfants-là ont une propension plus fréquente à faire des cancers du côlon. Et ils les font souvent avant les 40 ans. La transplantation rénale. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, hein, parce que quand on est transplanté, on est immunodéprimé. Et quand on est immunodéprimé, on a plus de chances de faire une complication de type cancéreuse. Et donc, les patients qui sont transplantés et pour lesquels la transplantation va bien, donc ils restent longtemps avec leur rein. À 45 ans, il faut déjà penser à faire un dépistage du cancer colorectal. Alors, il y a d'autres facteurs qui augmentent le risque de faire des cancers, mais qui n'interviennent pas dans la politique de prévention. Donc, on ne les prend pas en compte pour commencer tôt ou tard la prévention, mais on vous dit que c'est des choses qui augmentent le risque d'avoir un cancer colorectal. L'obésité. D'où le sport. Donc, l'obésité, finalement, quand si vous écoutez un tant soit peu les choses du domaine médical, vous vous rendez compte que l'obésité est très néfaste. Et d'ailleurs, dans les dossiers médicaux, vous allez parfois voir obésité morbide, c'est-à-dire une obésité telle que on accumule
tous les facteurs de risque cardiovasculaire et on accumule les risques de mortalité élevés. Donc, voilà. Et il a été démontré que le risque associé à l'excès à l'obésité est réduit après une chirurgie bariatrique. C'est-à-dire que si vous perdez du poids, vous faites disparaître le risque élevé de cancer du côlon. Donc, il y a beaucoup de motivation à essayer de diminuer son poids parce que, oui, c'est quelque chose qui peut être. Alors, le diabète, par le mécanisme de la résistance à l'insuline, le diabète favorise les cancers du côlon, mais on ne prend pas ça en compte pour faire un dépistage précoce. Alors, grande discussion. La viande rouge est transformée. Ah oui. La viande rouge et la viande transformée. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été dans des entreprises où on transforme la viande. Une fois, j'ai acheté de la viande hachée. C'était de la viande hachée de bœuf. Je l'ai mise dans une casserole sans rien y mettre, pas d'huile, pas d'eau. La viande toute seule pour qu'elle mijote. La viande a mijoté. Et puis, il y a eu le gras de la viande qui avait une couleur je pense que c'était un colorant alimentaire. Vous voyez, le genre de rouge, je ne sais pas si vous n'avez pas encore mangé une bolognaise où la tomate colle sur le Tupperware et tu ne sais pas l'enlever. Dieu seul sait ce qu'on nous fait manger. Donc, les viandes rouges en général et surtout les viandes transformées. Alors, pendant tout un temps, il y a eu beaucoup d'études qui ont été montées et puis il y a eu un lobby de grands éleveurs australiens qui a essayé de démontrer que ce n'était pas tout à fait vrai. Mais il y a de nombreuses études quand même qui ont montré que, en particulier pour les tumeurs du côlon gauche, le risque est beaucoup plus élevé quand on mange des viandes rouges. Alors, il y avait un consensus parce qu'ils ont dit « Oh, mais ce n'est pas tout à fait vrai. » Mais c'est à cause de la cuisson. Et donc, je vais vous dire une mauvaise nouvelle. La cuisson à haute température est impliquée comme étant celle qui donne le plus grand risque. C'est-à-dire la poêle, le barbecue. Ah, c'est dur, hein? Donc, quand on fait cuire rapidement hein, les steaks saisis à vif, là, on chauffe la couverture et puis hop, vous mangez. Ou alors au barbecue. Alors, ils disent que c'est la production d'hydrocarbures aromatiques qui serait impliquée dans plus le barbecue que la poêle. Mais voilà. Les viandes rouges au barbecue, avec modération. L'été va changer, hein? Le tabac. Le tabac. Donc, on montre que le tabac non seulement augmente le risque de cancer du côlon, mais le tabac augmente le risque de mortalité. Donc, une mauvaise réponse au traitement du cancer du côlon. Et souvent, il y a une partie chirurgicale. Il faut savoir que les diabétiques, les gens qui fument, cicatrisent très mal. Et donc, quand on doit faire des sutures sur des muqueuses, parfois, ça ne tient pas. Alors, l'alcool. Il y a des études qui ont montré, maintenant il y a la discussion, c'est de savoir par quel mécanisme, mais des études ont montré que l'excès d'alcool, mais les gros consommateurs d'alcool, font plus de risques, font plus de cancer du côlon. Alors, les traitements dans les cancers de la prostate semblent être associés à une augmentation du risque du cancer du côlon. Vous allez détester la médecine à la fin de la journée. Mais bon, voilà, il faut choisir entre la peste et le choléra.
Donc, les hommes qui doivent prendre des traitements pour le cancer de la prostate doivent faire attention pour leur côlon. Qui sont faites, c'est des observations plus que des études. Cholécystéine. Donc, quand on enlève votre vésicule, on a observé que quand on enlève la vésicule, il y a peut-être un risque plus accru de cancer du côlon, mais c'est sur un délai assez long. Donc, quand on enlève la vésicule très tôt dans la vie, il y a plusieurs explications. Est-ce que c'est parce qu'on digère plus vite les aliments? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus la bile qui régule? Est-ce que, bon, j'avoue que je n'ai pas tranché. D'autres facteurs de risque, la maladie coronarienne. En fait, c'est-à-dire quand on a des problèmes de cœur, donc les artères du cœur ne vont pas bien. Mais il faut savoir qu'en général, quand les artères du cœur ne vont pas bien, c'est que toutes les artères du corps ne vont pas bien. Et donc, on a tendance à moins bien vasculariser, donc moins bien irriguer son intestin. Et donc, on a des parties d'intestin qui peuvent mourir parce qu'elles ne sont pas bien irriguées. Et ces parties d'intestin qui meurent dans l'organisme vont finir par se transformer en des zones de cancer. Donc, on pense que la maladie coronarienne est un facteur de risque. Alors, il y a des choses qui sont anecdotiques, hein. Le cancer de l'endomètre, le microbiote intestinal. Donc, on montre que plusieurs agents bactériens et viraux colonisent l'intestin et peuvent occasionner des cancers. Alors, parmi ceux qui sont les plus cités, il y a l'Helicobacter pylori, que l'on trouve dans l'estomac. Celui-là, il y a un consensus. Il y a le papillomavirus, dont nous venons de parler. Donc, le papillomavirus, au départ, c'était l'Helicobacter pylori. De plus en plus, le papillomavirus est impliqué, une fois de plus, parce que nous, les êtres humains, nous faisons tout et n'importe quoi. Le tube qui est destiné à la digestion est utilisé à faire autre chose. Et puis, on le contamine avec le papillomavirus. Ah, les amis, le monde nous amène vraiment à la mort. Qui n'a pas compris? Il y en a qui n'ont pas compris. Les gens ont détourné l'usage naturel du tube digestif. Ah, ça va, le frein est tombé? Bien, on va continuer. On va continuer. Ah oui. Et donc, ce que nous faisons. Alors, une dernière chose qui, cette fois-ci, a été observée, plusieurs études, mais pas toutes, mais je pense qu'il y en a à peine 2 qui n'ont pas dit qu'ils avaient trouvé une évidence, la position assise prolongée. Une dernière chose qui est un facteur de risque de faire un cancer du côlon, la position assise prolongée. Et en fait, on a dit que c'est la position assise prolongée. Il y en a qui ont dit que c'était parce que les gens ne bougeaient pas. Mais d'autres études ont démontré que c'était indépendant de l'inactivité physique et de l'obésité. C'est-à-dire que le chauffeur routier qui n'est pas obèse et qui est tout le temps assis a 2 choses qui lui arrivent. Mal au dos et cancer du côlon. Ah. Indépendant de l'activité physique. Le fait de rester des heures et des heures et des heures assis. Des heures et des heures assis. Parce que souvent, c'est des gens qui restent 10, 12 heures. Moi, quand j'entends quelqu'un qui dit « je suis parti en Espagne d'un trait », peut-être qu'il s'est arrêté pour prendre le carburant, 12 heures de route, 14 heures de route. Moi, je ne saurais pas, mais bon. Eh bien, il est démontré que, enfin, démontré, non, il est observé que la position assise prolongée est un facteur de risque de cancer du côlon.
Alors, de l'autre côté, il y a quelques facteurs que l'on dit qu'ils protègent, mais une fois de plus, pour un ou deux de ces facteurs, c'est évident, c'est un peu, ça tombe dans le sens, et pour d'autres, il y a même certains qui sont décrits que je n'ai pas retenus, parce qu'en fait, vous voyez, quand on fait des articles scientifiques, on vous dit tout ce qui a été étudié, et alors les longues discussions. Les uns ont dit ceci, et puis les autres ont dit cela. Cela, je ne les ai pas retenus. L'activité physique est retenue comme aidant, étant un facteur de protection du cancer du côlon. Le régime alimentaire, comme on l'a dit, donc il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui ont montré cette fois-ci une association entre la consommation d'un régime riche en fruits et légumes et la protection contre le cancer du côlon. Donc, dites aux enfants, il faut manger les légumes et les fruits. Et donc, ceux qui sont végétariens, théoriquement, devraient faire moins de cancer de côlon. Les fibres, ça, c'est une histoire. Hein. Pendant très longtemps, on a dit que les fibres protégeaient. Mais finalement, par rapport au cancer du côlon, les données sont contradictoires. Les réponses sont discordantes. Tout ce que l'on a réussi à se mettre d'accord, c'est que pour ceux qui ont des diverticules, donc les petites logettes, il est bon de manger des fibres parce que les fibres font travailler l'intestin qui, en se contractant, vide les logettes, donc il ne reste rien dedans. Par contre, quand elles sont enflammées, il ne faut plus manger de fibres du tout pour laisser l'intestin au repos. C'est le seul consensus qu'on a pu avoir et qui est dans les guidelines, qui est dans l'évidence-based medicine. À part ça, les autres choses, c'est des observations qui ne sont pas toujours... même la vitamine D, dont j'ai parlé tout à l'heure, là, il y a eu... J'en parle parce que on le prend finalement comme un inhibiteur de la progression du cancer colorectal. Et l'OMS, dans un de ses articles, dit que le cancer colorectal est le cancer qui est le plus associé à un mauvais statut en vitamine D. Alors, vous comprenez que les incidences de cancer colorectal sont élevés parce que je suis certaine d'une chose. Si on fait une prise de sang ici maintenant pour la vitamine D, il y a quasi tout le monde qui est carencé. Il y a quasi tout le monde. Alors, on a une association entre une sédentarité, on s'enlève des facteurs héréditaires et des facteurs génétiques. Nous sommes obèses. Nous ne bougeons pas. Nous buvons, nous fumons. Nous mangeons barbecue tous les jours, viande rouge. Et nous sommes carencés en vitamine D. Ça donne nos cancers. Ça donne le cancer colorectal. Voilà pourquoi il y en a tellement. Voilà pourquoi il y en a tellement. Alors, la consommation de oméga 3 de poisson a aussi été étudiée parce qu'en fait, vous avez eu un moment donné où c'était la mode des oméga 3. Tout d'un coup, on a vu arriver des oméga 3, on a étudié toutes sortes de poissons, on a mis les oméga 3 à toutes les sauces. Finalement, les études sont très peu concluantes. Mais les oméga 3 ne sont pas mauvais, hein, mais ils sont moins miraculeux que ce qu'on avait décrit au départ. Alors, il y a certains médicaments qui sont protecteurs. L'aspirine. Alors, il faut savoir que l'aspirine, pendant tout un temps, a été utilisée en prévention primaire pour les gens qui avaient des pathologies cardiovasculaires, des risques de pathologies cardiovasculaires. Oh, il y a peut-être 4-5 ans, on a démontré que l'aspirine ne servait plus à rien pour le cœur, mais au moins, ça sert pour le côlon. Jusqu'à ce qu'on nous dise si c'était... Il faut bien qu'on continue d'acheter de l'aspirine, hein, en prévention primaire. Hein, voilà. Mais en prévention secondaire, quand on a déjà fait un problème cardiaque, évidemment, l'aspirine garde sa place. Voilà. Alors, autre chose où c'est quelques études avec moins de contre-études, l'hormonothérapie en post-ménopause. Alors, je vous ai dit il y a quelques heures que l'hormonothérapie
favorise les cancers du sein. Ça protège des cancers du côlon. Donc, c'est en fonction des autres facteurs de risque que nous avons que l'on doit déterminer. Si nous sommes dans une famille à risque de cancer du sein, alors ne pas prendre d'hormonothérapie. D'autant plus qu'on a vu des facteurs de risque du cancer du côlon, il y a moyen d'éviter beaucoup de ces facteurs de risque-là. Ce n'est pas parce qu'on n'aura pas pris des hormones qu'on aura le cancer du... Mais on démontre qu'en prenant les hormones, on a un risque un peu moins élevé de faire le cancer du côlon. Alors, il y a les statines. Enfin, maintenant, des trucs anecdotiques, je vais passer dessus. Ils ont étudié un peu toutes sortes de médicaments parce qu'évidemment, si un médicament reçoit une autorisation pour une pathologie, c'est bingo. Hein, tout le monde prescrit. Hein, tout le monde prescrit et puis voilà. Alors, c'était les facteurs de risque qui ont une incidence sur le dépistage. Alors, quel est le tableau clinique du cancer du côlon? Comme j'ai dit, c'est un cancer qui, malheureusement, souvent est découvert quand on a déjà dépassé le stade de la cellule, de ce qu'on appelle in situ. On a déjà dépassé ça. Alors, c'est souvent 3 types de présentation parfois. Perte de sang, perte d'appétit, perte de poids. Alors, il y a parfois des gens qui sont dans une période de stress et ne se rendent pas compte tout de suite que ce n'est pas une perte de poids, une perte d'appétit normale. Ils sont dans leur contexte de stress et on a vu des gens qui perdent 10 kilos à cause du stress sans qu'il n'y ait rien derrière. Mais toute perte de poids anormale et surtout perte d'appétit doit vous faire consulter. Alors, il y a une chose qui est très caractéristique du cancer du côlon, c'est le dégoût de la viande. Parfois, quand je lisais ça, je me disais, le Seigneur est merveilleux. Le fait de manger la viande rouge nous dispose à faire un cancer. Et qu'est-ce que notre organisme fait quand il se sent attaqué? Il essaye de rejeter les choses qui sont dangereuses pour lui. Mais souvent, nous n'écoutons pas. N'écoutons pas. Alors, donc soit il y a des symptômes ou des signes suspects. Alors, un autre signe, alternance diarrhée-constipation. C'est quelque chose. Si vous n'avez jamais eu de soucis de transit et que tout d'un coup, un jour, vous êtes constipé 2-3 jours, puis vous avez une espèce de diarrhée, et puis vous êtes constipé, puis vous avez une espèce de diarrhée. Ça, c'est les signes typiques d'une réduction du calibre de l'intestin. Donc, en fonction du bol des matières fécales qui arrivent, si elles sont plus dures, elles ne passent pas, parce que c'est devenu plus petit, et donc vous êtes un peu constipé. Puis, en général, vous prenez quelque chose pour rendre les selles plus liquides, et puis hop, c'est ce qui est liquide qui passe en premier. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qui reste solide s'accumule petit à petit. Et alors, vous arrivez à l'hôpital avec un tableau d'occlusion intestinale. Et il y a bien 40% de cancers qui se déclarent de cette façon-là. Mais, avant d'arriver au rétrécissement, il y a une perte de sang occulte. Et donc, je vous dis ça parce que c'est ça qui fait le dépistage du cancer colorectal. Très simple. Le test de recherche de sang dans les selles. Vous n'aurez pas de sang dans vos selles. Vous n'aurez pas... Oui, parfois, on a plein de rouge dans la toilette. Là, on panique. Et on sait qu'on va aller consulter. Mais pendant longtemps, on a ce qu'on appelle une perte de sang occulte. Donc, si vous avez un symptôme, un dégoût de la nourriture, une alternance diarrhée-constipation, des douleurs abdominales qui sont un peu... C'est comme une gêne abdominale. Ce n'est pas comme une douleur à droite, une douleur à gauche. Et c'est des gens qui vont vous dire, ça fait 3-4 mois, quand je mange, je suis un peu gênée. Et puis, en général, ça passe. En général, ça passe. Eh bien, quand c'est comme ça, ce que nous, on fait en premier, parce qu'on élimine le plus grave au moins grave, c'est une recherche de sang dans les selles. S'il y a présence de sang dans les selles, il y a toute la chaîne, la batterie d'examens qu'on lance. Donc,
il y a donc soit on a des symptômes légers, tels que je vous ai dit, on appelle ça léger, soit on est complètement asymptomatique. Mais parce qu'on est allé faire un dépistage, on tombe sur un cancer du côlon. Et je peux vous dire que ceux que l'on dépiste, parce que, quand ils sont encore asymptomatiques, 90% des cas, ils guérissent. Parce que le cancer est encore complètement circonscrit. Et donc, ce qu'on fait souvent, et l'un des protocoles de traitement, c'est ça. Quand on a découvert un cancer sur dépistage avec aucun symptôme, c'est la paroi seulement, on fait une colectomie, donc on enlève l'intestin de part et d'autre, on vérifie tous les ganglions qui sont sur ce morceau d'intestin. Si les ganglions sont sains, si on a enlevé, le patient ne fait même pas de chimio. On sait qu'il est débarrassé de son cancer. Mais pour ça, il faut tomber très tôt. Il faut tomber très tôt. D'où l'intérêt vraiment, vraiment du dépistage. Donc, on dit ici qu'il n'y a aucun symptôme chez la majorité des patients atteints d'un cancer du côlon à un stade précoce. Et ces patients sont diagnostiqués à la suite d'un dépistage. Ceux-là ont toutes les chances de guérir. Alors, je viens de vous parler des symptômes de la tumeur locale. Changement dans les habitudes intestinales, c'était 74% des cas. Donc, si vous avez tout d'un coup l'intestin qui commence à faire ce qu'il veut, consultez, au moins faites quelque chose. Voilà, ce n'est pas... Saignement rectal qui est associé. La présence d'une masse abdominale seulement dans 12,5%, mais je vous assure, si on commence déjà à palper la masse abdominale, voilà. L'anémie, il y a parfois, on fait une prise de sang, on tombe sur une anémie. Et d'ailleurs, quand vous venez à l'hôpital et qu'on tombe sur une anémie, surtout pour les personnes âgées, on les hospitalise avec comme diagnostic bilan d'anémie. Et là, vous êtes sûr que vous allez faire gastrocolonoscopie. Parce qu'on va rechercher où vous perdez du sang. Parce que ce n'est jamais anodin. La douleur abdominale, en tant que symptôme unique, ce n'est que dans 3,8% des cas. Voilà. Alors, quand on a comme ça un risque de cancer basé sur les symptômes, le test à faire, c'est une recherche de sang occulte dans les selles. Il a été validé. C'est ce que le gouvernement fait quand on fait la prévention. Il a été validé. Donc, la recherche de sang dans les selles est validée comme test de dépistage. Si vous faites un hématest, vous faites une recherche de sang dans les selles, il n'y a pas de sang, soyez calme. C'est vrai qu'il y a un pourcentage très faible qui ne saigne pas encore, mais en tout cas, dans l'evidence-based medicine, vous pouvez être calme. S'il y a du sang dans les selles, il y a donc toute une série d'examens à faire, notamment scanner abdominal, et aller regarder, comme j'appelle. Parce qu'au scanner abdominal, on va voir où éventuellement se trouverait le problème. Et puis, on va aller regarder en endoscopie. Donc, on a la colonoscopie totale, préparation 3 jours. On vide votre intestin. Qui a déjà fait une colono? Mauvais souvenir, hein? Une sigmoïdoscopie. Sigmoïdoscopie, où on ne fait pas l'entièreté du côlon. La moitié. Oui. Donc, recherche de sang dans les selles. En fonction du scanner abdominal, rectoscopie, sigmoïdoscopie ou colonoscopie. Et donc, tous ces mots-là, c'est pour dire jusqu'à où on monte avec l'appareil. Donc, c'est soit en bas au rectum, parce que le scanner a montré le problème au rectum, soit jusqu'au sigmoïde, donc côlon gauche, parce que le problème a été là, soit colonoscopie totale. Donc, on remonte jusqu'à l'angle splénique hépatique, on fait tout le tour. Voilà. Donc, ça, c'est le dépistage, c'est les suites du dépistage du cancer du côlon. Alors,
le rôle de... Donc, ce dépistage, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le dépistage, c'est quand on n'a pas de symptômes. Quand on a un symptôme, on va juste... c'est le diagnostic à ce moment-là qu'on dit. C'est le diagnostic. Donc, si vous perdez du sang et tout, il faut aller, parce qu'on a vu le sang, c'est le diagnostic. Mais le dépistage, c'est quand on n'a pas encore de symptômes. Et si on trouve du sang dans les selles, on cherche pour savoir s'il y a quelque chose derrière ça. Alors, il y a aussi d'autres tests qu'on peut faire, une prise de sang avec des marqueurs tumoraux, le CEA, comme on l'appelle. Mais le CEA, c'est plus pour le suivi. Si on vous trouve un cancer, que vous êtes traité, donc dans votre bilan, quand vous allez voir l'oncologue, il fait une prise de sang. Chaque fois que vous allez le voir, il fait un scanner de contrôle tous les X mois. Eh bien, c'est surtout pour cela qu'on fait, que l'on suit la CE. Alors, quelles sont les recommandations? Donc, j'avais dit à partir de 50 ans, quand on n'est pas dans les facteurs, je vous ai parlé au début des gens qui peuvent avoir un cancer avant 40 ans, donc les recommandations, c'est 40 ans. Ici, on a dit 45 ans, vous commencez le dépistage. À ce moment, je n'avais pas encore dit, donc c'est juste une recherche de sang dans les selles. Mais à partir de 50 ans, il est conseillé de faire une colonoscopie. Colonoscopie normale tous les 5 ans. Présence de polypes tous les 2 à 3 ans en fonction de quel type de polype c'est. Facteur de présence de polypes avec facteur de risque tous les 2 ans. Rien à faire. Il faut aller regarder parce que, voilà, on peut. Alors, combien de fois doit-on faire un test de recherche de sang? X fois. Au moins celui-là, c'est X fois. Chaque fois que vous avez l'impression que vous donnez une analyse de sel et vous voyez s'il y a du sang. Ça va? Alors, donc, avec ça, on a fini avec le cancer du côlon. Est-ce que vous avez des questions? Donc, aujourd'hui, on ne parle que... Oui? Oui. Alors, le terme côlon irritable est donné comme pathologie à des gens qui ont des douleurs abdominales chroniques sans une pathologie organique, mise en évidence derrière. Alors, c'est souvent des gens qui ont soit un très long côlon, un méga côlon, soit qui ont un côlon spastique, parce que l'autre nom de côlon irritable, c'est côlon spastique. C'est-à-dire que, normalement, quand le côlon a des aliments, en fait, le côlon ne reste jamais, il n'est jamais au repos. Quand vous avez le côlon au repos, on dit que vous êtes en iléus. Et un iléus, il n'y a plus rien qui bouge. Vous vomissez. On doit parfois opérer parce qu'il y a un iléus. Quand le côlon est sonné par quelque chose, une inflexion, une inflammation, il peut être en iléus. Quand on vous opère, au post-opératoire, le côlon est sidéré, il est en iléus. Et on ne vous permet de manger que quand il recommence à bouger. Et donc, le côlon bouge. Et alors, chez certaines personnes, il bouge, il est hyperkinétique. Il bouge beaucoup. Donc, il fait mal très facilement. Et alors, on dit qu'on a un côlon irritable ou un côlon spastique. Parce que j'avais une gêne, j'avais pas mal, mais j'avais une gêne ici, sur mon côté droit. Ça, ce n'est pas un côlon irritable. Hein. Non, et pourtant, ils m'ont dit que c'était un signe. Un côlon irritable, c'est là où on a mal. Hein. Un côlon irritable, on a mal. Voilà. On consulte parce qu'on a mal. Ouais. C'est général, oui. Général. Ah, c'est général. Avec parfois de la diarrhée, avec plus souvent de la diarrhée que de la constipation, parce que le côlon travaille beaucoup, et il évacue. Ouais. Mais j'avais fait un test de sel, mais il n'y avait pas de sang. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Quand on a une gêne abdominale, recherche de sang dans les selles. Ouais. Très simple. Une deuxième question, juste, est-ce que manger piquant favorise le cancer? Non, pour le côlon, non, mais pour l'estomac, oui. Oui, hein? Ah, pour l'estomac. Oui. Pour le côlon, ça dérange juste le rectum même après. Mais ça ne donne pas de cancer.
Est-ce que le curcuma aide, ça peut aider ou à ne pas à lutter ou à entretenir le côlon? Et les nutritionnistes, maman Claudia. Parce que moi, je n'ai pas étudié le curcuma. Ma mère, elle a étudié le curcuma. Non? Il faut lui donner le micro, elle va te Allez, répondre. ça va, je vais venir. Et quand on dit le cancer du côlon, mais l'intestin grêle, on va visiter jusque-là? On va visiter jusqu'à l'angle splénique. Oui. Ok, donc jusqu'à Maintenant, à l'entrée l'intestin- d'estomac, quoi. Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Non, l'entrée de l'estomac, c'est la gastroscopie. Gastroscopie, On on descend vient un jusqu'au petit peu. duodénum, qui est déjà l'intestin grêle. Et l'autre, c'est... On fait le va reste. vraiment jusqu'à l'angle entre la fin du gros intestin et l'intestin grêle. Mais donc déjà avec une radio abdominale, on sait déjà voir si c'est déjà avancé ou pas ou Non, un scanner. un scanner. Oui. Oui. On peut voir ce qui se passe. Mais oui, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, mais il faut aller regarder. Ok. Parce qu'en général, les cancers du côlon, c'est des cancers de la paroi interne du côlon. Ok. dont le scanner va vous montrer s'il a des métastases, s'il y a une carcinomatose, s'il y a un rétrécissement, s'il y a un obstacle, une occlusion. Mais ça ne va pas vous montrer ce qui se passe. Ok. Le cancer du côlon, c'est vraiment de la paroi. Maintenant, il peut exister des cancers dans le ventre. On peut venir en occlusion, mais c'est une compression extrinsèque. Ok. Le cancer du pancréas fait souvent ça. Il gonfle et il appuie sur l'intestin et il n'y a plus rien qui passe. Et j'ai encore deux petites questions. Donc c'est la paroi interne. Hein, le Oui, c'est cancer. vraiment la partie de la muqueuse. On ne sait pas enlever la muqueuse, il faut couper le Il faut tube. couper. Ah, ok, on ne sait rien faire là. Les bactéries. Reprendre des bactéries ou manger des yaourts, on doit entretenir ça? Est-ce que ça aide à... Oui, ça entretient la flore naturelle. Ok, hein. donc la C'est ça. flore Oui. la flore de l'intestin est De importante. l'intestin, la flore naturelle de l'intestin. Et ce que j'ai dit, c'est que c'est les virus, certains virus qui n'ont rien à faire dans l'intestin en réalité, qui peuvent donner, qui peuvent favoriser. Ok, des antibiotiques, tout ça Par exemple, l'hélicobactère pylori qui est dans l'estomac peut descendre et ça, l'hélicobactère pylori, c'est un facteur de risque de faire des ulcères gastriques. Hein. Ok. On doit les traiter. Et donc Ok. ces choses-là, ces virus-là, c'est pas des habitants naturels de l'intestin. Ok. Donc il faut bien entretenir le tube digestif pour Il faut bien, éviter oui. avec des bonnes bactéries, etc. Depuis quelques années, hein, on a vraiment le deuxième cerveau du corps, c'est le tube digestif. Dernière question. Une éventration, est-ce que ça peut créer si on a une petite éventration de 6 cm ou voilà, est-ce que ça peut créer des problèmes et causer un cancer ou pas? Un cancer, non. Mais si ça s'étrangle, vous ne Ah serez oui. pas bien. Ok, ça va. Il va falloir vous opérer en urgence. Merci ma soeur. J'ai parce que bon, du coup, je me suis intéressé à tout ça. Oui, j'avais vu une vidéo se brosser parce que des gens qui ont fait le cancer du côlon, ils ont analysé. J'ai vu, c'est un médecin qui expliquait ça, qu'il y avait des bactéries qui se trouvent au niveau de la bouche et qui disait que c'était vraiment brosser bien les dents avant d'aller dormir. Il disait vraiment, non, je ne sais pas, ce médecin il disait vraiment une hygiène buccale, voilà. L'hygiène buccale est toujours importante dans tout ce qui est alimentation. Mais est-ce qu'il y a un lien direct avec un cancer? C'est parce que De tout ce que j'ai lu, je n'ai pas lu sur l'hygiène buccale. Sur le fait que des bactéries dans la bouche pouvaient vous donner avaient un lien direct avec un cancer du côlon. Maintenant, les bactéries dans la bouche peuvent vous donner des endocardites, des infections des valves de votre cœur, ça peut vous donner des abcès, ça peut vous donner des tas d'autres choses. Mais en lien direct avec... J'ai lu sur l'hélicobactère pylori qui est dans l'estomac, qui peut donner des cancers. Le HPV qui, malheureusement, se retrouve dans le tube digestif, dans le côlon, alors qu'il n'avait rien à y faire. Ça a été démontré que... Voilà. Ouais, c'est tout. Est-ce que les femmes peuvent avoir le cancer du côlon? Ah oui, bien sûr. Les femmes aussi. Mais les femmes ont un côlon, hein? Les femmes ont un côlon. Oui, comme les frères ont posé beaucoup de questions, elle a pensé que les femmes avaient un cancer. Elle a encore une question.
Est-ce que les gens qui ont les hémorroïdes, est-ce que les hémorroïdes peuvent mener au cancer du côlon? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc tout ce qui est hémorroïde, tout ce qui est rectite, inflammation du rectum, la dernière partie de l'intestin, n'augmente pas le risque de cancer du côlon. C'est pour savoir, quand on te trouve avec les polypes, ça provoque aussi. Avec des polypes? Oui. Oui, donc si vous avez un polype à une colonoscopie, en général, le gastro-entérologue coupe là, enlève le polype, envoie l'analyse, et en fonction de ce qui revient, si c'est un polype bénin, voilà tout, contrôle de colonoscopie à 3 ans, en général c'est à 3 ans, parce que quand il n'y a rien, c'est à 5 ans. Donc 3 ans plus tard, il faut aller contrôler. Si le polype, parce que parfois on trouve des cancers comme ça, donc on enlève le polype et l'anapathe revient en disant que il y a des cellules cancéreuses. Alors là, vous retournez pour faire tout le bilan. Mais si les polypes sont bénins, contrôle à 3 ans pour la colonoscopie. Maintenant, comme je dis toujours, le dépistage du cancer du côlon est très simple, dans le sens où vous avez un polype, on l'a enlevé, il n'est pas malin, vous devez revenir dans 3 ans, rien ne vous empêche de faire une analyse de sang dans les selles tous les X temps, toutes les années par exemple. Et s'il se fait que vous avez, parce que si vous avez fait la colonoscopie parce que vous avez 50 ans, parce que c'est à partir de 50 ans, eh bien, voilà, on trouve un polype, il n'y avait pas de symptomatologie. Si vous avez fait un test de sang, une recherche de sang qui est négative et qu'on a un polype qui est bénin, voilà. Maintenant, si vous faites un test de recherche de sang dans les selles 1 an après et qu'il y a du sang, en sachant que vous aviez un polype qu'on a enlevé, là, vous retournez vite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, je ne sais pas, peut-être que vous l'aviez dit dans vos explications et que je l'ai loupé. Je voulais juste savoir si, par rapport aux facteurs héréditaires, si ça avait une incidence importante ou pas dans le cancer du côlon. Pardon, si? Le facteur héréditaire, si ça a une incidence importante ou pas. Oui, bien sûr. Une histoire familiale de cancer colorectal. La présence il y a des syndromes héréditaires, un syndrome de polypose familiale, les gens qui ont des polypes dans les intestins, donc qui ont ça très tôt, le syndrome de Lynch, qui sont des maladies qui font que, oui, on doit rechercher assez tôt le cancer du côlon. Merci. Si vous avez une histoire familiale, il faut surtout si vous avez un parent direct qui a fait un cancer, il faut faire le dépistage, commencer à faire la recherche de sang dans les selles à 45 ans. Et si c'est positif, faire tout ce qu'il y a à faire. Ou même, certains disent à partir de 40 ans, mais bon, voilà. Ici, c'est 45 ans. Il y a une nouvelle mode maintenant des stars font beaucoup ça, irrigation du côlon. À quoi ça sert? Une nouvelle mode de irrigation du côlon. Orale? Je ne sais pas comment ça se fait, mais on entend parler de irrigation du côlon. Dans quel contexte? Esthétique, je crois. Esthétique. Je sais pas. Les stars vont dans des cliniques et puis on leur fait des irrigations du côlon, des trucs comme ça. Maintenant, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on fait l'irrigation du côlon? Est-ce que c'est comme une colonoscopie où on t'injecte de l'eau dedans? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Je vais peut-être chercher dans la littérature scientifique. Mais je sais que le monde est devenu tellement pervers que quand j'entends ça, ça me rappelle une discussion avec le gastro-entérologue il y a 1 an. Les gens développent des cliniques
pour faire des lavements. Des cliniques pour faire des lavements. J'ai été scandalisée ce jour-là. Je me suis dit, Seigneur, reviens vite. Reviens vite parce que ça devient grave. Et ils gagnent énormément. Hein. C'est rempli. Non, ils vident l'intestin. Hein? Il y a des gens qui se font vider l'intestin avant d'aller faire leur fête. Ah, et c'est des cliniques où les gens payent pour aller... Oui, oui. Pardon? Ah, les amis, il y a des choses qu'on apprend et on se dit, Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Parce que ça devient... Moi, j'avais une question aussi. Dans les traitements du cancer du côlon, est-ce qu'on peut faire une ablation? Quelqu'un peut vivre sans son côlon? Oh oui, hein. Enfin, on vit, mais bon, ce n'est pas toujours dans des... Mais on peut. Il y a des gens qui leur reste 30 cm de grêle et côlon. Ça dépend de ce sur quoi on tombe. On peut vivre avec. Maintenant, en fonction de là où se trouve ton cancer, de ce qu'ils trouvent quand ils ouvrent ton ventre, parfois, c'est fait en deux parties. Donc, on enlève une grosse partie, mais on ne sait pas faire la continuité parce qu'il ne reste pas beaucoup en bas au rectum. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on suture le rectum et on abouche l'intestin à la peau. Et donc, on a un anus artificiel pendant 7-8 mois, le temps que ça cicatrise. Et puis, on réopère pour faire la continuité. Mais on peut vivre avec une grosse partie de son côlon en moins. Et même de son intestin. C'est ça le principe du bypass. Les gens qui font de la chirurgie bariatrique, on occulte une partie de l'intestin. Alors, ils ont des ennuis, ce qu'on appelle le dumping syndrome. Quand ils mangent, il n'y a plus le trajet dans l'intestin, donc ça part directement dans le côlon et ça sort directement. Mais bon, ça leur permet de maigrir plus. Et donc, le bypass fonctionne bien. Ah, le père est là. Le père est là. Papa, aïe, papa, aïe. Pas d'autres questions? Moi, je voulais savoir, oui, quand on a les cancers du côlon, oui. La douleur, on les sent à quel niveau? Ah, alors, quand on a un cancer du côlon, comme je l'ai lu tout à l'heure, dans une bonne partie des cas, on n'a parfois pas de symptômes. Les symptômes sont des signes. On a une gêne. Ce n'est pas vraiment une douleur. Et la gêne peut être à n'importe quel endroit. Ça peut être à l'endroit où se trouve la tumeur, mais ça peut être à un autre endroit. C'est ce qu'on appelle des douleurs reportées, des douleurs projetées. Parce que la tumeur, là où elle est, provoque des choses de l'autre côté. Et alors parfois, souvent, donc on a lu ça là ici, c'est le fait que soit on perd du sang, soit on est complètement constipé, on est en occlusion. Et quand on est en occlusion, on n'a pas forcément mal là où est la tumeur, mais on a mal sur la partie en haut qui est bloquée où rien ne peut sortir. Et c'est ça la difficulté avec ce genre de pathologie où je l'ai dit tantôt, c'est des cancers, quand ils deviennent symptomatiques, ils sont déjà avancés. C'est pour ça que la mortalité est élevée. Et c'est pour ça qu'il y a l'intérêt du dépistage. C'est-à-dire que je n'ai pas encore de symptômes, mais j'ai un facteur de risque. Je fais une recherche de sang dans les selles à 40 ans. Je n'ai pas de facteur de risque, je fais une recherche de sang à 45 ans. Ou à 45 ans. Et à 50 ans, je fais une colonoscopie. Parce que, comme monsieur a parlé des polypes, on peut n'avoir aucun symptôme. On fait sa colonoscopie de dépistage et on tombe sur un polype qui est cancéreux. Ce cancer-là aurait pu se développer dans 3, 4, 5 ans. Mais comme on est tombé dessus, on l'enlève et vous n'aurez plus de cancer.
Oui, le test des selles reste le gold standard. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quand on a fait les conditions, on a un test de sel qui est positif. On a fait une recherche de pathologie néoplasique, on n'a pas trouvé un polype qui est bénin ou quoi. Il faut faire un contrôle de colonoscopie. Alors, il y a aux États-Unis, par exemple, ils disent qu'on ne doit pas refaire d'analyse de sel, mais juste refaire des contrôles de colonoscopie. Mais la pratique que nous avons ici, c'est qu'à partir du moment où on a un polype, même s'il n'était pas compliqué, dès qu'on a un autre symptôme, ou un symptôme autre, une anémie ou même une douleur abdominale, avec la notion d'antécédent de polype, c'est intéressant de faire une analyse de sel. Maintenant, il ne faut pas devenir un chercheur compulsif de sang dans les selles. Il ne faut pas donner les selles toutes les semaines, tous les mois pour chercher du sang. Vous allez mal vivre pour rien. Donc, Parce que en fait, moi j'avais demandé une colonoscopie et mon médecin me disait pourquoi tu veux faire une colonoscopie, on ne fait pas une colonoscopie ainsi. Je dis parce qu'on m'avait dit que j'avais le côlon irritable et voilà tout ça. Et il me dit mais c'est parce qu'on ne fait pas une colonoscopie comme ça parce que il y a toujours un risque de percer. De perforation, oui. Mais c'est pour ça qu'on commence par la recherche de sang dans les selles. Voilà. Donc si vous faites une recherche de sang dans les selles qui est négative, que vous n'avez pas 50 ans, il n'y a aucun intérêt à faire une colonoscopie. Quoi donc? Qu'est-ce qui n'est pas fiable? Le test des selles. Parce que si par exemple, il y a un saignement, ça doit toujours saigner alors? En fait, l'hémateste, c'est quelque chose qui réagit avec la moindre molécule d'hème. Donc, la moindre trace de sang. Vous voyez, quand vous regardez les films, là, le luminus qu'ils utilisent sur des surfaces nettoyées pour voir s'il y a une réaction avec le sang, c'est ça. Donc, dès qu'il y a la moindre trace d'hémoglobine humaine, ça marque. Ah ouais, donc c'est fiable. Oui. J'avais une question un peu plus générale. On a parlé de plusieurs cancers, mais ma question était celle-ci. Est-ce que c'est à cause du développement de la médecine que maintenant on parle de cancer? Est-ce que dans les années précédentes, dans les années 60 ou même plus tôt, les gens mouraient de certaines maladies et qu'on ne savait pas que c'était le cancer? Et ma question va plus loin en se disant, est-ce qu'on ne va pas encore découvrir d'autres cancers dans les années qui viennent? Je pense qu'effectivement, l'état d'avancement de la science faisait qu'il y avait des choses, des pathologies qu'on ne savait pas mettre un nom dessus, on n'avait pas de traitement. Mais une chose est certaine aussi, nous avons lu ensemble les facteurs de risque. L'homme de Néandertal mangeait beaucoup, mais il faisait l'homonculus le schéma. Quand j'ai fait une formation en nutrition clinique, et il y avait un schéma qu'on nous projetait. Vous voyez, on dit que l'homme vient de descendre du singe. Bon, certains hommes descendent du singe. Nous autres, on n'avait pas d'arbre chez nous, donc on n'a pas descendu du singe. Donc, on montre, il marche comme ça, et puis il se redresse. Vous voyez, vous avez déjà vu cette image-là. Et puis, normalement, l'image originale, à la fin, il est debout, bipède, avec deux mains. Mais après, il y a une suite. Il devient de plus en plus gros, avec un gros ventre, parce que c'est ça, notre évolution. C'est ça, notre évolution. Donc, dans les facteurs de risque des cancers, il y a beaucoup de choses qui sont sociétales, qui sont de... Je vous ai dit, il y a un petit village en Italie où cancer, ils ne savent pas. On n'entend pas parler de cancer. Ils vivent 110 ans, 120, enfin pas 120, ils vivent 100 ans, 105 ans. C'est le village au monde où il y a le plus de centenaires. J'avais le nom là. On va demander aux Italiens. Ils vont nous dire. Mais je vais retrouver le nom de ce village. Je vais le retrouver. Quelqu'un peut chercher, peut trouver le nom du village. Mais c'est le mode de vie. Donc, il y a beaucoup de cancers qui existaient probablement, la science ne savait pas, mais il y a aussi beaucoup de cancers qui sont maintenant, qui sont en recrudescence parce que notre mode de vie s'éloigne de ce qui est naturel pour nous.
s'éloigne de ce qui est bon pour nous. Tout à l'heure, je parlais du HPV. Il y a 40 ans, le papillomavirus, il était circonscrit dans certains milieux. Aujourd'hui, le papillomavirus se promène partout. Au point où on est obligé de faire un vaccin. Au lieu de dire aux gens d'être plus sages. Mais bon, comme je disais, chacun cherche ses intérêts. Hein. Ça aussi, c'est favorable dans les pays industrialisés aussi, ça. Et un peu plus. Maintenant, l'alimentation. Maintenant, je peux vous dire qu'en Afrique, on ne mange plus aussi bien. Hein. On ne mange plus aussi bien. Et ce qui est dommage, c'est que dans les pays moins industrialisés, on est envahi par la façon de manger des pays industrialisés, mais on n'a pas les moyens derrière pour la santé. Et donc, le taux de mortalité explose. Donc, on a pris les mauvaises choses, mais on n'a rien pour nous défendre. L'ennemi, c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. Hein. Ah, ça, forcément. Il y a une question là. Il y a une question là. Alors, moi, j'écoute toutes les infos depuis le début et j'ai soif et j'ai faim. Et j'écoute beaucoup, enfin j'ai écouté énormément Irène Grandjean qui était une naturopathe. Et donc je me pose vraiment la question par rapport à la nutrition. Oui, parce que je me dis que finalement Dieu a bien fait les choses, Dieu est le créateur de toutes choses, et que malheureusement l'homme a fait en sorte de faire tout le contraire. Voilà. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions plus à la source plutôt que, bien sûr, quand on arrive à un stade où il y a des symptômes, et il faut faire ce qu'il faut, c'est sûr que la médecine est très importante, mais bien avant cela, est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre en place ? Oui, hein, il faut développer notre deuxième cerveau, c'est-à-dire nos tubes digestifs. D'où l'importance. Mais maintenant, je vais vous dire, pour avoir fait la nutrition clinique, et j'ai maman Claudia qui est là, qui a fait aussi beaucoup de trucs en nutrition. Il y a tout et son contraire. Il faut vraiment... C'est un domaine où j'ai tendance à dire... C'est vrai, la formation que j'ai faite, elle est hyper théorique. C'est 250 syllabes à étudier, mais c'est vraiment dans le détail de tout. Ça ne va pas m'aider à être diététicienne ou à donner un régime à quelqu'un, mais ça va me permettre d'analyser tout ce qui est dit partout. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a des choses qui sont intuitives, que l'on ne sait pas tout à fait démontrer, mais c'est un peu comme une étude rétrospective. On a constaté que. C'est parce qu'on a constaté que ceux qui avaient une alimentation méditerranéenne, un régime méditerranéen comme on l'appelle, échappaient à beaucoup de pathologies modernes, qu'on a commencé à étudier le régime méditerranéen. Donc, tout n'est pas dénué de sens. Il y a parfois de common sense, de bon sens, qui dit que, je me rends compte que ceux qui font ceci, ils ont ça. Et donc, quand il y a un intérêt, vous allez avoir des firmes pharmaceutiques qui vont se jeter dessus. Quand il n'y a pas d'intérêt, personne ne va s'en occuper. Personne ne va s'en occuper. Maintenant, il existe des médicaments à base de plantes. Hein. Il y a une firme pharmaceutique belge qui est spécialisée dans les médicaments à base de plantes. J'avais le nom, mais c'est ceux qui font Urosystil, qui font C-Distress, C-D+. C'est vraiment des plantes. C'est la valériane, c'est le... Voilà. Oui. En fait, moi, je voulais juste donner le nom du village italien. Oui. Donc, c'est Acciaroli. Comment? Acciaroli. Acciaroli. Ouais. Donc, l'église va déménager là-bas, c'est ça? Il faut? Ah oui. Alors, oui, nous sommes à 14h50. Bon, nous allons avancer. S'il n'y a plus de questions,
Je pense que comme vous avez posé beaucoup de questions, notre séance de questions de 14h30 à 15h15 sera réduite, puisque toutes les questions ont été posées. Alors, dernier cancer dont je vais parler aujourd'hui, le cancer de la prostate. Là, ma soeur, ça concerne les hommes. Les femmes n'ont pas de prostate. Les femmes n'ont pas. Alors, je parle du cancer de la prostate aujourd'hui, mais le cancer de la prostate n'a pas de dépistage systématique. Donc, il n'a pas été démontré qu'un dépistage de cancer de la prostate améliore la survie, tout simplement parce que le cancer de la prostate, dans les pays européens, dans la population blanche, survient après plus de 70% de gens de plus de 70 ans en Europe ont un cancer de la prostate. Il y a des cellules cancéreuses dans leur prostate, mais ils ne mourront pas de ça. C'est un cancer d'évolution très, très lente. Moi, j'ai eu des patients de 93 ans. On fait cancer de la prostate métastasé aux os. Et puis quand tu vas regarder quand est-ce qu'on a découvert ça, c'est quand il avait 70 ans. Et donc, il n'y a aucun intérêt à faire un dépistage parce que le cancer de la prostate est extrêmement rare chez les personnes jeunes. Mais j'en parle aujourd'hui parce que, malheureusement, le cancer de la prostate est fréquent dans les populations noires et à un âge précoce. Bon, j'en parle justement pour que les gens de population noire, parce que le médecin ici ne va jamais vous proposer de faire un dosage de PSA. Il n'y a aucun intérêt. Ça n'a pas été démontré que c'est intéressant. Et Dieu merci, ce n'est pas beaucoup de jeunes hommes noirs qui ont le cancer de la prostate. Mais l'incidence est quand même plus élevée dans les populations noires, mais c'est surtout qu'il est extrêmement agressif. Les populations noires meurent du cancer de la prostate. Alors, il y a une discussion dans le sens où on est les mêmes, mais il y a des récepteurs qui n'agissent pas de la même manière. C'est pour ça, et le fait qu'il y a eu le Covid a fait que les gens se sont dit, probablement que c'est les mêmes types de récepteurs. Donc, au niveau de la prostate, au niveau des reins, au niveau du cœur, il y a des récepteurs qui ont le même mode de fonctionnement, mais ils sont moins spécifiques. Donc, ils réagissent moins bien. Donc, c'est pour ça, par exemple, pour l'hypertension, il y a des médicaments qui ne fonctionnent pas chez les Noirs. Parce qu'il n'y a pas de récepteur de rénine-angiotensine. Et on a expliqué pendant le Covid le taux de mortalité élevé des populations noires en Europe, dans le sens où ils ont cette disposition génétique qui n'est pas quelque chose d'anormal, mais cette disposition génétique, en plus des facteurs de risque de l'Europe, c'est-à-dire d'une société avancée où on mange complet, gras, où on est plein de cholestérol, on est plein de toutes sortes d'affaires, eh bien cette double combinaison a expliqué le taux de mortalité élevé chez les patients de population noire qui avaient contracté le Covid au début de la pandémie. Parce qu'on l'a constaté, mais on se demandait pourquoi. Et donc, par exemple, l'hypertension, j'avais fait le séminaire sur l'hypertension, les populations noires sont hypertendues beaucoup plus rapidement. Et c'est une hypertension essentielle, rénovasculaire. Et leur hypertension leur font développer des cécités, des insuffisances rénales, toutes les pathologies, polyneuropathie. C'est vraiment une hypertension comme le diabète qui donne beaucoup d'effets secondaires. Donc voilà, c'est une disposition génétique qui n'est pas une malformation, qui n'est pas un déficit, mais qui nous prédispose à. Alors, et je voulais
je voulais vraiment en parler. Et je ne vais pas parler longtemps de ça parce que voilà, parce qu'on n'a pas fait non plus beaucoup d'études là-dessus. Si vous avez une histoire familiale de cancer de prostate, 40 ans, dosage de PSA. Contrôle de PSA tous les 3 ans que l'on fait en Afrique. Contrôle de PSA tous les 3 ans. Au-delà de 50 ans, contrôle de PSA tous les ans. En fait, c'est un marqueur. En fait, c'est l'antigène prostatique, antigène spécifique de la prostate. Donc, quand on fait une inflammation de la prostate, une prostatite que tout le monde peut avoir, qui n'est pas une maladie cancéreuse ou quoi, on a le PSA qui monte. Donc, si vous avez des symptômes urinaires, ça ne sert à rien d'aller faire une prise de sang et de doser, parce que ça, c'est le réflexe. Hein. J'ai une infection urinaire, peut-être que j'ai le cancer de la prostate. On fait la prise de sang, on dose le PSA, il sera majoré et vous allez trembler pour rien. Il faut faire le dosage en dehors de tout épisode aigu. Si votre PSA est supérieur à la normale, en fonction des laboratoires évidemment, supérieur à la normale, vous devez faire un bilan. Un PSA ne s'élève jamais pour rien. Mais ici, oui, l'hypertrophie bénigne de la prostate est le principal facteur de risque. Alors, je vais vous donner les facteurs de risque. Les facteurs de risque, l'âge, évidemment, je viens de le dire. Plus on est avancé en âge, plus on a des cellules cancéreuses dans sa prostate. Au-delà de 80 ans, tout le monde a des cellules cancéreuses. C'est le vieillissement de la prostate qui fait qu'on a des cellules cancéreuses. Alors, l'ethnicité, là, je te donne des facteurs de risque. L'âge, la race. Donc, plus fréquent chez les hommes noirs. Qui apparaît beaucoup plus précocement. Les antécédents familiaux et les facteurs génétiques. Si vous avez une histoire de cancer de prostate dans la famille, et à mon souvenir, j'entends souvent, des gens ici me dire « Ah, est-ce que tu peux me prescrire un médicament pour mon père, pour mon frère, quoi, parce qu'il a la prostate ?» Ça, c'est très fréquent. Donc, je suis certaine qu'il y a les histoires familiales de problèmes prostatiques sont dans quasi toutes les familles. Alors, oui. Écoute, on a parlé de l'alcool, du café, on a parlé de l'activité sexuelle. Une fois de plus, c'est une discussion. C'est une discussion. On te dit en même temps que l'activité physique réduit le risque de cancer. La prostatite, l'inflammation. En fait, quand on dit que c'est lié à l'activité sexuelle, c'est parce qu'une activité sexuelle, en fait, pas l'activité sexuelle saine, l'activité sexuelle débridée. On dit souvent que c'est les gens qui vont partout. Parce qu'un des facteurs de risque de cancer de la prostate, c'est les infections de la prostate. Parce que autant les femmes peuvent faire des vaginoses, autant les hommes font des infections à trichomonas, des infections. Donc, ce que les femmes font au niveau de leur vulve et vagin, les hommes font ça dans leur prostate. Et donc, quand on a comme ça des infections à répétition, comme des prostatites, donc des inflammations de la prostate, on augmente le risque de cancer prostatique. C'est dans ce sens-là qu'on dit que l'activité sexuelle, mais c'est débridé. Voilà, tu vas chercher des microbes partout, des HPV, tu cherches un peu toutes sortes d'affaires. Voilà. Alors, donc j'étais en train de dire que quand tu as une histoire familiale de cancer de la prostate, il faut faire une prise de sang. C'est rien, c'est une prise de sang. On a le résultat le lendemain, on sait quoi. On sait quoi. Et si vous avez un PSA élevé, alors vous devez faire la suite du bilan
c'est-à-dire un toucher rectal. Vous devez aller voir l'urologue. Donc, c'est PSA élevé, consultation urologie. Première chose qu'il fait, c'est un toucher rectal. Une écho pour voir s'il a un nodule, s'il a quelque chose. Biopsie, pour ceux qui sont assez aptes, les urologues. Et quand on a la biopsie, on sait voir ce qu'il y a. Maintenant, il faut savoir que la prostate, c'est un tissu, enfin, ce n'est pas déjà très gros, même quand on a une hypertrophie. L'échographie endorectale n'est pas toujours, on n'a pas d'espace pour bien mettre son endoscope, pour bien regarder. Donc, parfois, la biopsie ne donne rien. Parfois, la biopsie, et il y a beaucoup d'urologues qui font la biopsie à l'aveugle. Ils savent que sur la prostate, c'est le cadran supéro-externe, dont ils biopsient à l'aveugle 3, 4, 5 fois. Et parfois, la biopsie est négative. Mais si vous avez un PSA qui est majoré, il faut recontrôler la biopsie, il faut refaire la biopsie. Ou alors, donc on a PSA, consultation écho, biopsie, résonance magnétique. Ça va? Et donc, si vous avez un cancer, le traitement, c'est en général la prostatectomie. À ce moment, voilà, l'urologue va vous expliquer tout ce que ça a comme conséquence. Et donc, n'oubliez pas, un PSA fait dans des conditions d'inflammation de la prostate, c'est un faux positif. Il faut refaire l'examen après. Ça va? Voilà, je voulais juste dire un petit mot sur le cancer de la prostate. Je ne vais pas parler des traitements, le diagnostic, j'ai dit PSA et puis toute la suite. Et le dépistage, il n'y a pas de dépistage systématique. Mais pour les personnes à population noire, les gens, il faut histoire familiale, PSA. Ici en Europe, on dit de faire un PSA à 50 ans. Un seul. Et puis après, en fonction de l'évolution. À 50 ans. À 50 ans, oui. Les grosses pertes de poids. Mais en fait, normalement, quand tu as un cancer, tu ne te sens pas bien. Même si tu n'as pas quelque chose, tu perds du poids, tu n'as pas d'appétit. C'est un signe, voilà. Tu n'as pas d'appétit, tu n'es pas bien, fatigué. Voilà. Maintenant, si quelqu'un fait un régime et qui perd du poids, c'est très bien. Mais bon, c'est pas... Fatigue, parce que quand on revient de travailler, on a une fatigue, mais comment on voit si on a une fatigue anormale, quoi? Oui, en fait, la fatigue dans le cancer en général, surtout le cancer colorectal, est liée à l'anémie. Donc, quand on a travaillé et qu'on est fatigué, on est fatigué. Quand on a la fatigue qui est liée à une anémie, on est essoufflé. C'est une fatigue qui est liée à un essoufflement. Ce n'est pas une fatigue musculaire. C'est une fatigue en capacité respiratoire, en capacité de mouvement. Et alors, les gens, au départ, ils ne font pas attention. Ils se disent, parce que quand tu montes l'escalier en courant et que tu es fatigué au bout, quand on est fatigué du travail, on va monter l'escalier. Oh, je suis fatigué. Quand c'est la fatigue qui est anormale, on va monter et puis, qu'est-ce qui m'arrive? En général, c'est un peu... Ça peut aiguiller, ça peut... Ah, nous bénissons le Seigneur. Hein. C'est vrai que j'ai coupé dans beaucoup de choses, mais bon, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessaires à dire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons encore quelques minutes pour la séance questions-réponses. Oui. Le PSA, c'est quoi? Prostatic Specific Antigen. Donc, l'antigène spécifique de la prostate. Donc, ce n'est produit que dans la prostate. C'est pour ça que c'est très spécifique dans le dépistage. Quand on fait une prise de sang, dès que la prostate est enflammée, ça monte dans le sang. Et il y a aussi l'anémie, c'est quoi? Quand on n'a pas assez de globules rouges. Ah ouais. Alors,
À la fin de ce moment, il y aura un petit moment de louange, comme on a prévu. J'avais dit prière pour les malades, mais enfin, si vous voulez qu'on prie pour vous, n'hésitez pas. Il y a des intercesseurs dans la salle. Et bon, avant, on a rattrapé notre retard. Hein. Et donc, on va faire un peu différemment. Avant, il est 15h05. On va faire un peu de la louange. Oui? J'ai deux petites questions, ma sœur, oui. Si tu le permets. Mon papa a fait un cancer de la prostate. Il a été traité par radiothérapie. Tantôt, tu disais que quand on traite un cancer par radiothérapie, on peut peut-être endommager l'organe qui est à côté, donc tout à fait. Le côlon. C'est juste. Hein? Oui. Okay. Il n'a jamais fait de colonoscopie, je pense, il y a très longtemps. Donc, il serait temps d'en faire une, peut-être. Oui, tout à fait. Et l'autre question, c'est quel aliment pourrait éviter une inflammation de la prostate, qui pourrait entretenir notre prostate naturellement? Est-ce que ça existe ou pas? Si, il y a beaucoup de... Le Seigneur a mis beaucoup de choses dans nos mains. Oui. Et là, je n'ai pas lu tout ça, mais ici, là, franchement, dans les articles, il y a pas mal d'aliments qui sont encore cités. Fruits rouges, la grenade. Attendez, je vais retrouver parce qu'il y a toute une série d'aliments. Mais chaque fois, c'est la balance entre des études pour, des études contre. Alors, acide folique, sélénium, vitamine E, suppléments, des multivitamines, le café. Il y a une étude qui a dit que l'augmentation de la consommation de café semble être associée à une diminution du risque de cancer de la prostate létale. Mais bon, moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'exagérer sur le café. Par contre, l'alcool, c'est toujours la même chose. Ça ne changera pas. On reparle des acides gras oméga 3 et huile de poisson. Là, ça devient des cas témoins. Il faut savoir que dans le monde scientifique, il y a ce qu'on appelle les report cases. Donc, tu as un cas particulier où il y a une pathologie qui s'est déclarée et puis finalement, tu te dis que c'est peut-être les oméga 3 qui ont fait que... Et tu publies. Et donc, les gens analysent, on dit, ah oui, ça c'est vrai. Donc, il y a comme ça des case reports sur les oméga 3 et les huiles de poisson. Mais le soja, par exemple, il y a des gens qui... Mais bon, voilà. Oui, c'est plus des observations. Et en général, ces observations sont valables sur beaucoup de choses. Par exemple, on va vous dire les oméga 3 et puis on va vous dire la graisse animale, que la graisse animale favorise les cancers de la prostate. Mais en fait, quand on regarde en réalité tout ça, c'est juste l'alimentation saine. Il faut juste une alimentation saine, c'est-à-dire sans graisse animale, sans alcool, sans tabac, sans tout ce qui est irritant. Voilà. Il y a des gens qui ont fait des études rien qu'en mangeant de la graisse animale. Et apparemment, on est peut-être étudié, enfin Dieu nous a fait de sorte qu'on peut manger la graisse animale et que les résultats ont prouvé qu'ils n'avaient pas de cholestérol, etc. Donc maintenant, je ne sais pas. Hein. Bon, après, on mangeait que des fruits. Adam et Ève mangeaient que des fruits. Hein. Pardon? Dans le jardin d'Éden, ils mangeaient que des fruits. Oui. Après, quand ils ont péché, on n'était pas carnivores au départ. Lutter pour manger l'animal, peut-être. Il faut tout regarder, je ne sais pas. Qui c'est qui veut? Voilà. Ah oui. Il y a une question encore là-bas. Merci. C'est une question un peu hors sujet que vous avez traité. J'aimerais savoir sur les bouffées de chaleur. Ça commence de quel âge jusqu'à quel âge? Et quelle est bouffée de chaleur? Qui sont liées à quoi? C'est à elle de nous expliquer. Liées à la ménopause? Oui. Il y a des femmes qui ne font jamais de bouffée de chaleur. Hein. Il y a des femmes qui ne font jamais de bouffée de chaleur. Il y a des femmes qui commencent leur ménopause avec plein de bouffées de chaleur. Au bout d'un an, ils n'ont plus jamais rien. Il y a des femmes qui, avant la ménopause, commencent des bouffées de chaleur. Ce n'est absolument pas, il n'y a pas une règle. Il y a des femmes qui ont des bouffées de chaleur pendant
Et puis de manière très sporadique. Elles peuvent être tout à fait bien. Mais moi, je dis toujours aux femmes ménopausées, surtout nous les femmes africaines, si vous avez fait votre ménopause, peut-être avec des bouffées de chaleur, et puis tout se passe bien, et que vous avez à nouveau une bouffée de chaleur, avant d'appeler la ménopause, prenez d'abord votre tension. Parce qu'en général, à ce moment-là, c'est plus la tension que la bouffée, que la ménopause. Ma sœur, le sucre, on n'en a pas parlé, mais le sucre, on dit, enfin, ce que j'entends, je ne connais rien. Hein. Donc c'est pour ça que je te pose la question, le sucre, est-ce qu'il alimente vraiment la cellule cancéreuse? Oui, il y a ce courant-là qui dit que, en fait, en réalité, nous n'avons pas besoin de sucre. Enfin, si, on n'a pas besoin de sucre additionnel. L'être humain n'a pas besoin. Le sucre est addictif. Le sucre, c'est une drogue. On court derrière les gens qui vendent la cocaïne et tout, et on a des gens qui nous vendent des Oreos. Des quoi? Les biscuits Oreos. J'ai dit que le jour où la... C'est diabolique, ça. Le jour où la firme... C'est vrai. Le jour où la firme va m'arrêter, je pense qu'ils vont me trucider. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite sur des souris de laboratoire. 2 groupes de souris. À un groupe, on a donné de la cocaïne, donc la drogue dure. À l'autre groupe, on a donné l'Oreo pendant 3 jours. Puis on a mélangé les 2 groupes. Non, et puis on a changé. On a donné l'Oreo à ceux qui avaient la cocaïne et la cocaïne à ceux qui avaient l'Oreo. Et puis on les a mélangés. Aucune souris n'est allée sur la cocaïne. Elles sont toutes allées sur l'Oreo. C'est beaucoup plus addictif. Et je peux vous dire, si on peut faire un exercice. Hein, on dit que le prochain jeûne et prière, on ne mange aucun sucre. Ça, ce serait magnifique. Mais je reviens sur l'Oreo, sur le biscuit. Il y a des symboles qui ne sont pas bons. Moi, symboles diaboliques. Je n'ai jamais mangé d'Oreo. Enfin, mais quand j'ai vu mes enfants en avaient à la maison, je suis allée tout jeter. J'ai dit, les amis, il y a de la cocaïne dans la maison, là. Jetez-moi ça. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Je dis non. C'est effrayant. Hein? Le sucre est terriblement addictif. Terriblement. Rien que quand on évoque le sucre, il se passe des choses dans la bouche, dans le cerveau, parce qu'on a été drillé, on a été habitué, on est intoxiqué depuis qu'on est petit. Il y a du sucre partout. Et pourtant, nous n'avons pas besoin de sucre supplémentaire. Nous en avons dans les fruits, nous en avons dans certains aliments. Une fois qu'ils sont mastiqués, ils produisent du sucre en nous. Nous n'avons pas besoin de sucre additif. Excédentaire. On n'a pas besoin. Mais on mange des cookies. On mange des Merci, ma soeur. Voilà. Merci, ma soeur. Bon, si vous avez d'autres questions, on pourra les partager après. Donc voilà. La suite du programme, c'est vrai qu'on avait mis louange et prière pour les malades. On va faire la louange, mais peut-être à la place... Oui. Oui. Bon, voilà, les gens de la louange s'en vont. Mais il y a au fond de la salle, donc maintenant ici c'est la fin, on va bientôt clôturer, mais il y a au fond de la salle une infirmière, l'autre n'est pas, maman est là aussi, donc on va réquisitionner maman parce qu'il n'y a qu'une. Donc vous allez, si vous le voulez, allez vous faire prendre votre tension, votre fréquence cardiaque pour ceux qui n'ont pas encore fait. Il y a un petit carnet, vous le notez dessus et vous le gardez. Ce sera pour vous souvenir que. Alors, si vous avez plus de 50 ans, que vous n'avez pas encore fait de mammographie, d'écho-mammo, ou que vous êtes au moment où vous devez faire votre contrôle d'écho-mammo, il y a des demandes d'examen à disposition. Si vous avez plus de 50 ans et que vous n'avez jamais fait de PSA, il y a des demandes d'examen à disposition. Si vous avez plus de 50 ans ou 45 ans et que vous n'avez jamais fait de recherche de sang dans les selles, il y a des pots, il y a des demandes à disposition. Le but n'est pas que vous rentriez avec ça comme un trophée.
Ah, j'étais à la réunion, on m'a donné ça. Le but, c'est de faire l'examen. Le but, c'est de faire l'examen. Quand le Seigneur m'a mis à cœur de parler de prévention, je pense que c'est parce que nous, et nous ne faisons pas mal, hein. Nous sommes là, nous devons nous battre contre ce monde qui veut nous amener en enfer. Nous sommes occupés, nous sommes dans les ministères, nous sommes concentrés sur les choses de Dieu et parfois nous oublions nous-mêmes. Et parfois il suffit de quelques minutes, une petite chose à faire. Je souhaite que personne ne trouve aucun résultat positif, mais que quand même ça soit fait et que ça soit suivi. Amen. Donc voilà, moi j'ai fini, c'est ceux qui vont clôturer la journée qui vont parler. Alléluia. Amen. Merci en tout cas, grand merci pour votre présence. Au nom de la NAF, dont l'Association nationale des femmes de l'Église des dieux en Belgique, nous vous disons merci. Merci parce que vous êtes déplacés et vous avez pris le temps de venir. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses et je me suis remise en question parce que comme le docteur Élise disait, on prend le temps pour les autres, on prend le temps pour faire beaucoup de choses, mais on ne s'occupe pas de soi. Nous sommes dans le même cas? Oui, donc nous avons pris des décisions, des résolutions. Donc j'ai entendu quelqu'un qui était à côté de moi, moi je vais prendre la demande, hein. Je vais aller faire l'examen. Nous allons remercier le comité médical. En tout cas, merci beaucoup Dr Élise, parce que nous avons appris beaucoup de choses. Merci Maman Annie, qui est notre infirmière de la NAF. Nous remercions les Seigneurs pour vos vies, pour votre travail. C'est vraiment une grâce de vous avoir. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on fouille. On n'aimerait pas entendre parler des cancers, mais on doit en parler. Nous devons en parler parce que nous avons appris que c'est la prévention. Plus on découvre quelque chose plus tôt, on est mieux soigné, on est guéri et on continue à servir notre Seigneur. Amen. Ici, je suis aussi là pour vous parler des annonces. Donc, annonce de la NAF, l'écho de la NAF, comme on dit à la Nouvelle-Jérusalem d'Anvers. Clin d'œil, hein? Voilà, écho de la NAF. Donc, nous avons notre retraite nationale. Du 31 octobre, jeudi 31 octobre au samedi 2 novembre à Blankenberg. Est-ce qu'il y a des responsables de dames dans la salle? Nous comptons sur vous pour mobiliser les femmes de vos églises afin que nous allons tous à Blankenberg. Toutes à Blankenberg. Amen. Je ne vois pas Maman Annie ici, responsable de dames de la Nouvelle-Jérusalem, me rendre des comptes, dont je sais qu'elle est en train de noter les noms des gens et tout. Les mamans de Braine-le-Comte, vous êtes là? Les mamans de Braine-le-Comte, vous êtes là? À la cuisine, oui, ok. Et maman Constance, elles sont à la cuisine en train de nous préparer ce que nous allons manger. Maman Constance qui m'a déjà promis qu'elle va venir à la mer avec nous, au gala aussi. Donc voilà, cette fois-ci, je prends les gens à témoin. Hein. Elle va venir parce que voilà, je ne l'ai jamais vue, maintenant elle va venir, elle m'a confirmé. Amen. Les autres moments des autres églises, continuez, je vois Mons. En même temps, je suis en train d'accueillir. Hein. Génap est là, EDC, hein. EDC est là, Jumet. Quelle église je n'ai pas citée? Charleroi, nous bénissons les Seigneurs pour les moments, pour la représentation de Charleroi. Je sais que Maman Yolande aussi motive ses troupes. Nous allons tous nous retrouver à Blankenberg. Quelle église on n'a pas citée? Gemep sur Meuse. Voilà. Nous allons tous à Blankenberg, Bruxelles, Mons, la Louvière, tout le monde à Blankenberg, jeudi 31 octobre au
2 novembre pour la retraite nationale des dames. Prenez vos agendas pour noter une date très importante, le 1er février 2025. Nous avons notre nouvel an de femmes, gala de la NAF. Qui était là au gala l'année passée? À Braine-l'Alleud. Voilà, donc deuxième édition, nous allons danser, nous allons nous souhaiter les vœux, nous allons faire des grandes choses, tombola, tout ce que vous connaissez. 1er février 2025. Toutes les femmes de la Nouvelle-Jérusalem, de l'Église de Dieu en Belgique, rendez-vous dans la région d'Anvers. La Belgique pour Christ, nous avons fait les Brabants Wallons, maintenant nous allons à Anvers. Amen. Qui est avec moi? Amen. Donc nous allons tous à Anvers. Notez bien. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et bien voilà, ça c'était l'écho de la NAF. On a terminé notre réunion. Nous bénissons les Seigneurs. Merci vraiment au Seigneur pour tout ce qu'il fait au sein de la NAF. Nous remercions le Seigneur et nous bénissons notre responsable, Maman Denise, qui n'est pas là, qui a eu d'autres occupations aujourd'hui. Elle assistait à un mariage, elle conduisait une fille à se marier, donc elle ne pouvait pas être là. Mais en tout cas, elle nous a souhaité une bonne réunion et elle est en train de nous suivre aussi. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Il n'y a pas d'autres annonces. Je crois que j'ai terminé. Donc, nous allons demander au papa de la maison. Ici, on nous a accueillis dans une église. Nous bénissons le Seigneur et nous allons demander au papa de la maison ou au pasteur assistant de la maison de nous bénir. Parce que lui, c'est l'assistant. C'est notre papa, mais il est devenu assistant. Et nous bénissons le Seigneur parce que le pasteur Josué qui est en train de partir, c'est lui le responsable de cette église. Merci beaucoup, pasteur Josué, de nous avoir accueillis. Que Dieu te bénisse abondamment, ainsi que toute ta famille. Donc nous laissons la place au pasteur assistant, au papa Malonda, de nous bénir. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir donné des mamans. Elles sont porteuses de la vie. Merci parce qu'elles sont précieuses pour nos familles respectives. Elles sont précieuses pour l'Église. Elles sont précieuses pour le pays. Merci pour cette vie qui est conservée par elles. Merci aussi pour la vie spirituelle dont elles sont porteuses. Alors, Père de gloire, je voudrais que tu bénisses ce mouvement de la NAF. Nous prions pour Maman Denise, qui en est la leader. Seigneur, que tu puisses l'aider afin que, ô Dieu, elle soit connectée à toi pour qu'elle soit fidèle à toutes tes instructions et que par elle, notre Dieu, les mamans puissent recevoir de toi tout ce dont elles ont besoin pour être de véritables aides. Père éternel, je voudrais te prier pour que tout ce qu'ils ont reçu en ces lieux, elles puissent le garder et qu'elles puissent aussi partager. Père éternel, Père de gloire, c'est ta bénédiction qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ô Père, que tu accordes à chacun de nous, à chacune d'elles, de recevoir de toi l'amour dont elles sont les ambassadrices. Seigneur, qu'elles reçoivent de toi, Jésus, la grâce dont
elles sont témoins, Père de gloire, que par leur douceur, tu leur adresses un regard favorable et qu'ainsi, ô notre Dieu, elles puissent baigner dans ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Seigneur, que tu les bénisses toutes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons prier aussi pour les mets qui sont préparés. Père de gloire, que tu bénisses la source de provenance de ces mets, mais aussi que tu bénisses ces mamans qui ont fait la Marthe, que tu les bénisses, notre Dieu, que, Seigneur, cette nourriture nous fasse du bien, que nous donne de la force pour qu'encore nous puissions mieux te servir. Nous prions ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.